faites-nous signe, comme ça on sera sûr que tout fonctionne, tout va bien. J'attends de voir quelques messages s'afficher pour être sûr qu'on est bon. Alors, suspense, est-ce que je vais avoir des noms s'afficher? Oui, bonjour Stéphanie, bonjour Margot, Clara. Bon, mais ça y est, ça fonctionne. Bonjour Romain. Bah, écoutez, bienvenue sur ce nouveau webinaire Culture RH. Je pense que maintenant, vous êtes habitués à ce rendez-vous. Pour ceux qui débarquent et qui viennent d'arriver, bah, écoutez, bienvenue sur notre webinaire. On est aujourd'hui aux côtés de bénéfices. C'est pas la première fois et sur un sujet en plus qui est le cœur même de ce que propose Bénéfice, puisqu'on va parler pouvoir d'achat et comment donner plus à ses salariés en dépensant moins. Je crois que c'est un peu dans le thème de ces temps-ci, de cette rentrée, mais plus largement de ces derniers temps. Je suis ravie de vous retrouver. Sans trop tarder, je vais inviter nos deux intervenants à se présenter. On a Benjamin et Alban avec nous. Alors, qui se lance en premier? J'aimerais bien savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites de beau pour que tout le monde vous connaisse aujourd'hui. Ouais, salut Anaïs. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Benjamin et je suis cofondateur de Bénéfice, qui est une plateforme, comme tu l'as très bien dit, qui sert à acheter et faire gérer ses avantages sociaux, qui sont un super levier de pouvoir d'achat. Mais je ne spoil pas, on va en parler. Très bien, super. Et on a aussi Alban avec nous. Alors Alban, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais de beau? Dis-nous tout. Bonjour Alban, je suis cofondateur de restaurant Jinshan à Paris, donc 2 établissements à République et à Bastille. On a ouvert un premier en 2019 et un second en 2024. Et je crois qu'il y a des travaux chez toi. Exactement. qui viennent de commencer là, pile poil à 11h, évidemment. C'était pas avant, c'était pas après, c'est maintenant. Voilà. Ce sont les aléas, ça arrive. Écoute, en tout cas, on est ravis de t'avoir, Alban, parce que ça va être chouette d'avoir un peu une vision du côté du secteur de la restauration, qui n'est pas forcément un secteur très représenté dans ce genre d'événement. Et pourtant, c'est un secteur prédominant et qui peut nous inspirer sur plein de plans. On va en parler un peu plus tard. On est là pour à peu près 1 heure, tous ensemble. Comme je le dis à chaque fois en début de webinaire, ce webinaire, il est pour vous, vous qui êtes en train de nous écouter. Donc, sentez-vous à l'aise de rebondir, poser vos questions, réagir. Moi, je me ferai votre relais auprès de Benjamin et Alban. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, on reviendra à la fin sur quelques questions si jamais vous avez des sujets qui sont restés en suspens. Et toi, Anaïs, tu ne te présentes pas. C'est vrai, Mathieu, c'est vrai que je ne me présente jamais. Je viens de réaliser. Donc, tu sais quoi, c'est petit défi, merci Mathieu. Moi, c'est Anaïs, je suis créatrice de contenu, donc rédactrice principalement d'articles et animatrice de webinaires, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Je suis une ex-recruteuse reconvertie dans la communication, la création de contenu, et donc j'anime les webinaires de Culture RH depuis maintenant 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. En tout cas, ça fait un petit moment et je suis ravie de vous retrouver à chaque fois sur nos éditions. Donc aujourd'hui, on parle avantages sociaux, pouvoir d'achat, et donc le thème, c'est comment donner plus à ses salariés en dépensant moins. Pour mettre un peu les pieds dans le plat, est-ce que Benjamin, tu veux bien un peu nous briefer, notamment sur... on entend beaucoup parler du critère numéro 1 pour attirer les candidats, les futurs collaborateurs, pour les fidéliser aussi. Malgré ce qu'on veut nous faire croire, oui, la rémunération est toujours le critère numéro 1. On est d'accord? Tu vas nous briefer sur ça. On va pas se mentir, Oui. l'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Tu l'as bien dit et bien entendu, il y a tout le reste. Il y a le fait d'être dans un boulot sur lequel vous êtes épanoui, le sens, etc. Mais que ce soit à l'embauche ou dans le temps, et surtout dans le temps, si vous êtes mal rémunéré, vous allez finir par être mal considéré, si vous n'allez pas pouvoir vous offrir tout ce dont vous avez besoin, et même pas forcément envie à côté. Et donc voilà, nous c'est quelque chose qu'on sonde chaque année, les chiffres évoluent de quelques pourcents, mais à chaque fois, voilà, on a 3/4 des salariés qui s'attendent au moment des entretiens annuels à avoir une augmentation. C'est à chaque fois le critère numéro 1 sur ce qui est regardé dans les embauches. Donc voilà, il faut, quand on est employeur, nous c'est ce qu'on a fait, quand on a créé Bénéfice, je le dis souvent, on crée Bénéfice en 2020, on n'est personne, on ne connaît personne, et donc en fait, un salarié ne vient pas vous rejoindre pour vos beaux yeux. Certainement, il y a un projet, certainement, il y a un discours, mais au bout, si vous n'êtes pas capable de, à minima, donner la même chose que ce qu'ils ont aujourd'hui, voire
d'essayer de faire ce petit extra mile, vous n'arrivez pas à embaucher des salariés. En tout cas, vous allez pouvoir y arriver sur quelques cas, mais de manière industrielle, vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on le verra après, mais quand vous devez rémunérer, ça peut vous coûter votre chemise et qu'on est dans un contexte en plus, alors que ce soit des boîtes en création, mais également tout le tissu économique actuel. Voilà, on le voit, on le ressent, il y a une tension, il y a une instabilité politique, économique. Donc voilà, le contexte n'est pas porteur pour faire des investissements et se dire, OK, les 10-20% qu'il faut mettre en plus, je les mets et j'investis sur l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est, par rapport à quand on a lancé Bénéfice, qui est un peu gommé. Et donc, au bout du bout, voilà, vous avez ces deux injonctions contradictoires. Il faut rémunérer ses collaborateurs et en même temps, c'est compliqué de le faire sans y laisser sa chemise. Et donc, nous, voilà, la raison originelle de créer Bénéfice, c'est qu'on s'est dit, il y a des dispositifs qui sont souvent très connus des très grands groupes, mais assez peu connus parce que techniques. Parce que quand vous avez une PME, vous avez d'autres choses à faire que vous renseignez sur ces dispositifs. Donc, c'est assez peu connu. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un super dispositif. Et c'est un dispositif qui, en termes de pouvoir d'achat, est vraiment très efficace. Ce qu'on va regarder juste après. Alors, pourquoi c'est très efficace, c'est sans faire le procès du salaire en France. Mais aujourd'hui, quand vous prenez une base 100, salaire versus, on a listé ici trois types d'avantages sociaux. Quand vous donnez 100 € de salaire, globalement, ça va vous coûter 150 quand vous êtes employeur. On parle de super brut, etc. Mais voilà, je te donne 100 € de salaire brut. Moi, ça me coûte 150. Calcul fait alors, sur une population on a fait ces calculs-là sur une population plutôt syntec, avec un taux marginal d'imposition qui est de 30%, mais auquel on arrive finalement assez vite, ce taux marginal, mais le constat et le diagnostic restent le même sur des taux d'imposition plus bas. Mais si vous prenez ce cas-là, taux marginal d'imposition à 30%, donc 25 000 € de revenus, vous voyez que quand je vais vous donner 100 € de salaire, à l'arrivée, vous allez avoir beaucoup moins parce que vous allez payer d'une part tout un tas de charges sociales qui sont très utiles, mais qui sont juste là. Et vous allez payer également de l'impôt sur le revenu. Voilà. Et donc, à l'arrivée, finalement, je vais donner 100, ça va me coûter 150. Et puis, il va rester, si on le schématise, un gros 50, 56 dans la poche. Ça, c'est la réalité de l'augmentation de salaire. Je vous donne 1 € d'augmentation de salaire marginal quand vous êtes taxé à 30%. Marginal, c'est ça. Si vous êtes taxé à 11%, ça va peut-être être 60, 65, mais globalement, le discours reste le même. Et à côté de ça, vous avez des dispositifs. Si on prend par exemple l'épargne salariale, si on prend les titres de paiement, alors là, on l'avait modélisé sur nous, un dispositif qu'on a créé où c'est une cagnotte où on met tous les titres de paiement, mais c'est pareil. Là, vous avez des dispositifs où vous voyez, c'est côté employeur, c'est gagnant, parce que finalement, l'employeur, plutôt que de payer toutes les charges patronales, ne va payer qu'un forfait social de 8%, voire rien du tout. Sur les titres de paiement, c'est en cours, c'est ce que le gouvernement veut faire, mais c'est mettre ce même type de forfait social. Donc, quand je dépense 100, ça me coûterait 108. Et côté salarié, sur les titres de paiement, c'est tout dans ma poche. Et sur les sujets d'épargne, c'est quand c'est placé notamment, c'est quasiment tout dans ma poche, je paye que 10%. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et gagnant-gagnant, pourquoi ? Parce que finalement, ça subit une taxation douce. On dit souvent, quand c'est discuté, que les avantages sociaux, il y a deux financeurs. Il y a l'entreprise, mais il y a aussi l'État, puisque l'État, par la taxation douce, finance ces dispositifs. Voilà, donc ça, c'est l'état des lieux. C'est quelque part l'opportunité que ça va créer. Et donc, si, passer le côté très théorique, très technicien des taxes, mais si on le regarde très simplifié, très froide, si on raisonne en mode efficacité, donc quand moi, employeur, si j'en mets tout sur une base 100, quand je vais dépenser 100 € en salaire, donc, grosso modo, quand je vais donner 70 € d'augmentation, à l'arrivée, mon salarié va avoir que 35 €, donc 35% dans la poche. Il y a une petite coquille sur le titre restaurant, c'est pas 90 €, c'est 100 €. Mais donc, quand vous prenez les différents dispositifs,
en fait, vous allez voir que vous avez des efficacités qui sont différentes, mais qui ont pour trait commun d'être toutes plus fortes que le salaire. Donc, c'est vraiment des éléments, c'est vraiment des leviers qu'on va pouvoir venir actionner pour donner plus de pouvoir d'achat. Je me permets une petite digression sur la mutuelle, parce que je pense que certains ici vont dire non, mais la mutuelle, ce n'est pas du pouvoir d'achat. C'est typiquement ce qui est intéressant sur ces dispositifs. La mutuelle est un avantage social. La mutuelle est obligatoire. Donc, c'est aussi une manne, on y reviendra après, qu'on peut venir travailler. Et la mutuelle, quelque part, il y a deux façons de l'appréhender. Il y a une façon qui n'est pas du tout pouvoir d'achat. Deuxième sécu, assurance, bouclier, responsabilité de l'entreprise de couvrir ses salariés. Donc là, ce n'est pas du pouvoir d'achat, je vous l'accorde. Mais il y a une autre façon de le voir qui est de se dire tout bêtement, quand je suis remboursé par ma mutuelle, c'est des euros que je n'ai pas à décaisser. Et d'ailleurs, on peut travailler la mutuelle pour essayer de quasiment l'individualiser pour épouser au mieux les attentes des salariés et en faire un vrai levier de pouvoir d'achat efficient. Donc, ce n'est pas sur le podium le plus rémunérateur, ce n'est pas en puissance le plus financier, mais ça reste un dispositif qui est assez intéressant parce que notamment, il est obligatoire. Donc, on peut travailler. Mais par contre, ceux qui sont vraiment le plus intéressants, et moi, mes chouchous, c'est vraiment les titres de paiement et l'épargne salariale qu'on pourra regarder en long, en large, en travers après, mais qui sont très, très, très efficaces. Et puis, juste pour rebondir, en plus, du point de vue salarié, on est vraiment sur du palpable, enfin du concret, en réponse à l'inflation et à ce besoin de regagner en pouvoir d'achat. Là, on a une réponse qui est quand même plus palpable qu'une augmentation de salaire qui finalement n'est pas en plus 100% acquise. Exactement. Exactement. Et tu te dis, mais alors c'est du palpable, mais c'est une bonne transition parce que il faut être. Je pas fait exprès. Exactement. Non, mais il faut être juste dans le diagnostic des avantages sociaux. C'est que c'est un super dispositif, c'est un super levier. Il a deux contraintes. Aujourd'hui, il y en a une première qu'on n'évoque pas là, mais c'est qu'il est pas individualisable. On l'évoquera avec Alban, mais il n'est pas individualisable là où le salaire, en fait, tu peux de manière chirurgicale aller augmenter tel ou tel salarié. Donc, c'est plutôt dans une optique d'augmentation générale que tu peux déployer tout ça. Donc ça, c'est première écueil de l'avantage social. Et le deuxième écueil, c'est, tu l'as dit, quand quelque part j'ai du salaire sur mon compte en banque qui tombe, alors oui, il y a un gros écart entre ce que l'employeur m'a donné, ce qu'il a payé et ce que j'ai à l'arrivée sur mon compte, mais c'est sur mon compte. Et quelque part, je le dépense comme je veux. Personne ne va me dire, tu dois le dépenser là-dedans. Et c'est l'objet de tout ce point, c'est que les avantages sociaux, souvent, ont un gros déficit, c'est qu'en fait, ils ne sont pas utiles. Ils ne sont pas utilisés. Et ce qu'on met, c'est que ça, c'est vraiment fondamental quand vous êtes décideur, quand vous êtes patron, quand vous êtes RH, quand vous êtes DAF, de vraiment travailler ce sujet d'utilité, parce que sinon, il y a un gros écart entre une valeur théorique en disant c'est un super outil sur le papier. Dans la vraie vie, ce n'est pas utile. Quelques exemples. On va reprendre la mutuelle. Sur la mutuelle, vous donnez une mutuelle à des salariés qui ont 20 ans de moyenne d'âge qui sont jamais malades et qui finalement n'ont pas la crainte des soins et qui ne se disent pas « Oh là là, c'est super, j'ai une assurance qui fait que s'il m'arrive un truc, voilà ». Quand vous allez dépenser 100, supposons que vous prenez en totalité la cotisation à votre charge, vous dépensez 100 €, vous allez dépenser 100. Et donc là, potentiellement, c'est un cadeau empoisonné parce que le salarié, lui, il n'a rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aura aucun remboursement dans le mois. Et il ne faut pas se dire que c'est juste l'apanage de quelques salariés. C'est un cas qui est assez fréquent. J'ai des salariés qui ne consomment pas du tout. Et sauf que depuis 2014, la prise en charge de l'employeur sur la partie mutuelle est taxée. Et assez lourdement taxée, puisque ce que vous financez en tant qu'employeur est d'une part taxé côté salarié à la CSG-CRDS et par ailleurs à l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un cadeau qui va coûter de l'argent à votre salarié. Voilà. Je ne dis pas que c'est dans une boîte normale, il n'y a pas que des salariés de 20 ans, etc. Mais quand vous caricaturez, vous montez une boîte, vous avez que des jeunes, la mutuelle, de vouloir être généreux, de vouloir se dire ça fait partie de mon package de rémunération, puisqu'on est vraiment là-dedans. Comment je dépense de la manière la plus efficiente mes euros,
vouloir donner une grosse mutuelle quand vous avez des salariés qui ont 20 ans, c'est pas juste de l'argent qui est mal dépensé, c'est potentiellement un cadeau empoisonné qui va leur coûter de l'argent. Facialement, ils ne vont pas payer aux prestataires de mutuelle le prix, mais ils vont payer à l'État. Donc ça, c'est... Il faut réfléchir à sa population. Qui est la population de mon entreprise? Exactement. Et qu'est-ce qui fait sens de mettre en place en fonction de leur usage? Exactement. Et tu vois, et après, si tu prends les titres de paiement, alors les titres de paiement, ils ont moins ce côté cadeau empoisonné, mais tu files des CESU à des gens qui n'ont pas d'enfants. En fait, tu donnes des titres papier, mais tu ne peux pas les prendre et puis les mettre sur eBay, tes CESU, et te les faire racheter. Donc, tu vois, donc en fait, tu dis, tu as un truc qui, en puissance, vaut beaucoup d'argent, en puissance, est très smart, mais dans les faits, dans ta vie à toi, n'a aucun usage. Et donc, potentiellement, c'est zéro. Le titre restaurant, c'est presque pire. Le titre restaurant, il y a un cofinancement du salarié. Moi, j'avais un gars dans les équipes, il ne s'en servait pas. Il n'habitait pas en ville, donc il n'allait pas au restaurant. Et donc, il faisait une fois par semaine ses courses. 25 €. Donc, tu ne dépenses pas ton solde. Donc, en fait, tu n'as même pas l'usage des euros que tu as cofinancés. Donc, tu dis, j'en veux plus. Et voilà. Mais vous voyez, donc, en fait, il y a vraiment ce côté, il faut se poser la question, il faut aller analyser est-ce que c'est utile, c'est quoi ma population, etc. L'intérêt de l'épargne. Au point même peut-être de se dire que vaut mieux pas en mettre en place que de mettre n'importe quoi en place. Exactement. Voilà, je pars dans l'extrême, mais... Exactement. Et en tout cas, tu as des dispositifs qui ne sont pas adaptés à ta population de salariés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut monitorer dans le temps. Chaque année, il faut se poser la question de est-ce que c'est aligné avec l'usage, les intérêts de mes salariés et ce qu'ils recherchent. C'est vraiment, économiquement, c'est de se dire qu'il faut que j'ai une valeur d'usage, j'ai une valeur réelle qui soit élevée. Il ne faut pas faire des euros, des avantages sociaux papier. Voilà, il faut vraiment se poser la question de l'utilité, de la valeur réelle de ces dispositifs. Et voilà. Et pour finir la boucle, celui qui est top, c'est l'épargne salariale, parce que l'épargne salariale, il est un peu tout pour lui. C'est-à-dire que c'est des vrais euros au même titre que le salaire. C'est des euros que je peux décider de percevoir tout de suite sur mon compte en banque, ce qui est souvent peu communiqué, parce que les fournisseurs font leur beurre sur les placements, et qu'on nous parle d'épargne salariale. Et en fait, il y a une option d'épargne. Et quand je reçois mon intéressement, je peux dire que je le veux sur mon compte en banque et que ça reste plus intéressant que du salaire. C'est taxé, ça reste plus intéressant que du salaire. Donc, ce dispositif-là, il est à la fois liquide comme du salaire, pas fléché. Ça a le même goût, la même odeur que du salaire. Et en plus, il est plus efficient. Voilà. Donc, il y a la conclusion de tout ça, c'est se dire, voilà, l'avantage social, c'est top sur le papier. Il y a une panoplie d'avantages sociaux, en tout cas financiers, qui peuvent délivrer du pouvoir d'achat. Et par contre, il y a une contrainte, il y a une question à se poser. Il y a un truc à aller travailler, checker, c'est l'utilité. Alors, l'usage de l'utilité, dans une boîte de taille raisonnable, vous n'aurez jamais tous vos salariés qui vont avoir le même usage de tout. Bon. Donc, déjà, il faut savoir globalement, donc il faut que par rapport à vos fournisseurs, vous ayez cette info et que vous sachiez comment ça consomme. Et après, il faut assumer de soit venir maximiser tout ça au global ou bien de le faire un peu par persona en se disant, un exemple, nous, quand on a lancé Bénéfice, il s'est avéré qu'il y avait les 10 premiers salariés, c'était 10 garçons. Et donc, on s'est dit, normalement, ça fait un peu de désordre. Et voilà. Et c'est intéressant dans les avantages sociaux, dans votre politique de rémunération, vous pouvez aussi vous dire comment j'arrive à créer une attractivité sur un segment, sur des personas où je suis en déficit et où je veux aller. Je manque de femmes, quels sont les dispositifs, les avantages sociaux clairement que plébiscitent les femmes. Je suis en déficit de jeunes, quels sont les avantages sociaux que plébiscitent les jeunes, etc. Vous voyez, il y a plusieurs façons de venir... Ça s'inscrit dans la stratégie, dans la réflexion, dans la stratégie aussi en termes d'attractivité et de fidélisation finalement. Exactement. Et derrière un pouvoir d'achat global, derrière une promesse qui est tenue, qui est tenable, de dire je peux donner plus en dépensant moins, en fait, je peux le faire de manière totalement équitable, mais je peux aussi aller plus loin dans la réflexion et assumer de privilégier certaines personas par rapport à une stratégie RH. Finalement, la stratégie de rémunération n'est que une retranscription d'une stratégie RH. Ok, très clair. Alors, il y a des réactions dans le chat que j'aimerais vous partager. Allons-y. Alors, déjà, il y a une petite question un peu pour du cas exceptionnel. Émilie qui demande est-ce que l'épargne salariale, elle peut être mise en place pour de l'association?
Il faut que c'est une bonne colle, il faut que je vérifie. On va prendre votre nom, Émilie, on va vous recontacter et on vous apportera la réponse. Alors, il y a Agnès dans le chat qui dit oui. Mais bon, voilà. peut-être à Je ne vais pas faire le rechecker. vendeur de tapis et vous dire que oui, mais voilà. Agnès dit qu'elle a une association et que oui, et que c'est possible. Et ça vraiment, ouais. Pardon, ça, l'intéressement, vraiment, enfin, on en parlera après, mais c'est un dispositif où c'est vraiment, je dis souvent, c'est une idiotie de ne pas en mettre en place, parce que vous pouvez commencer petit, on le verra après, il n'est pas obligé de mettre une tartine, c'est pas inflationniste, on verra aussi comment le mettre en place, et c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout le monde y gagne, l'employeur y gagne, le salarié y gagne, chacun, enfin voilà, l'employeur peut se dire, ça me coûte moins, donc je peux donner plus, ou pas, ça peut juste donner l'impulsion pour en mettre, mais vraiment tout le monde est gagnant sur ce dispositif, donc avec vraiment il faut retenir que vous pouvez, en tant que salarié, décider de percevoir votre intéressement. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est bloqué. C'est pour ça que l'épargne retraite, je suis naturellement un peu moins fan, mais que c'est adapté à des boîtes où la moyenne d'âge est plus élevée. Mais quand vous êtes sur une boîte jeune, l'épargne retraite est bloquée. Oui, il y a des cas de déblocage anticipé, mais globalement, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, vous voyez, ce n'est pas des euros liquides, c'est des euros bloqués pendant 40 ans. Le salarié normalement constitué ne va pas dire c'est cool, j'ai de l'argent. Il va avoir sur son compte que ça grossit. Mais concrètement, pour payer ses factures au quotidien, ça ne va pas l'aider. Et alors, il y a Agnès qui a relevé un sujet un peu plus haut dans les messages et je trouve que ça serait intéressant d'avoir vos retours, également Alban, parce que je pense que ça va te parler la question, mais la vigilance, c'est de savoir bien promouvoir ses avantages. Et elle a ajouté ensuite quels conseils dans la pédagogie de communication autour des avantages sociaux. Peut-être que vous pouvez répondre conjointement, Benjamin et Alban. Alban, sans trop nous spoiler non plus, parce que je sais qu'après tu vas nous parler de ton cas précis, mais ça serait intéressant d'avoir ton retour, parce que on en parlait juste avant d'ailleurs, sur la communication et l'éducation aussi autour du sujet des avantages sociaux. Exactement, oui. Donc, comment on a mis en place ce projet-là? Donc déjà, très bonne chose, c'est de savoir quelle est ma population. Parmi mes salariés, donc voilà, quel est mon salarié type? Étant donné que nous, dans la restauration, on est plutôt sur une tranche d'âge plutôt jeune, comme tu l'as dit, Benjamin, nous, tout ce qui est mutuel, mais pour eux, ils ne voient pas du tout comme un avantage. Ils voient vraiment comme quelque chose d'obligatoire. Et si je leur on en avait discuté, alors comment on peut faire pour vous augmenter le pouvoir d'achat? Et c'est vrai qu'augmenter la mutuelle, pour eux, mais ce n'était pas du tout la bonne idée. Donc, tous me disaient, donc, dans ce cas-là, je préfère avoir une augmentation de salaire. Donc, comment on l'a mis en place? Nous, on l'a fait. Donc, on a beaucoup discuté. Une fois que, personnellement, moi, j'ai été convaincu donc, de cet avantage social avec Flex et la cagnotte, je me suis dit, donc, voilà, OK, moi, je suis convaincu. Donc, il faut que j'arrive à leur vendre le projet. Et on l'a fait. Je pense que ça a pris 3 mois où vraiment, je leur ai pas imposé. Je leur ai dit, voilà, il y a un nouvel outil qui est disponible. On n'en a pas beaucoup en France qui sont encore disponibles. Donc, moi, entre guillemets, en tant que cofondateur, mon travail, c'est tout ce que je dépense, c'est que vous le receviez le plus possible dans votre poche. On a ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'était vraiment, je l'ai fait uniquement forcément pas avec tous les salariés, mais avec le top management pour qu'il soit ensuite le relais du projet et pour qu'il parle à ma place. Est-ce que Alban, excuse-moi, juste pour qu'on recontextualise bien et qu'on comprenne bien, parce que c'est intéressant d'avoir un exemple, mais c'est important aussi de comprendre l'exemple précis. Et c'est ce qu'Agnès demande d'ailleurs, elle dit combien de salariés, parce que c'est important de comprendre aussi, l'ancienneté moyenne ou le salaire moyen, si tu veux bien le partager, histoire d'avoir un peu une idée de justement quelle est cette population et puis combien ça concerne de salariés, parce que d'une échelle à une autre, quoique l'approche sera la même au final, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais histoire qu'on comprenne bien le contexte, si c'est OK pour toi. Bien sûr. Alors, on est sur 62 salariés sur 2 restaurants. Et alors, en termes d'ancienneté moyenne, on est sur de l'ancienneté, oui, que ça va être, on est sur 2 ans. On dit qu'en ancienneté moyenne, vu que c'est restauration, on a beaucoup forcément de contrats de 1 an, de turnover, exactement.
Donc, sur la restauration, on a pourtant, on a des salariés qui sont là depuis 4-5 ans, mais on va dire que la moyenne, on peut compter sur 1 an et demi, 2 ans. Ok. Alors, ensuite, en termes de salaire moyen, donc on va dire qu'on est sur 2 500 € sur tous les salariés. Ok. Et donc, pour compléter, hein, c'est finalement dans la question, dans la réponse d'Alban, il y a justement une réponse, c'est comment communiquer, comment bien le faire passer auprès de salariés. Déjà, c'est bien de communiquer. Ça, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent, il y a un énorme défaut de communication. Ce qu'on disait, la mutuelle, c'est un avantage, c'est comme ça. C'est quand même une coquette somme hein, quand vous dépensez parfois jusqu'à 100 € par mois pour vos salariés, 1 200 € à l'année, c'est pas rien. Le budget avantage social, il est existant dans toutes les boîtes, parce que certains sont obligatoires, et c'est pas rien. Vous voyez, hein, Alban, je n'ai pas les chiffres, hein, je n'ai pas fait bien mon travail pour Alban, mais on est peut-être un petit peu en dessous, mais vous voyez, sur 2 500 € de revenus, c'est pas neutre en termes de pourcentage. Donc déjà, le fait de communiquer, c'est bien. Et ça rejoint aussi, nous, un peu un des fondamentaux de comment on a pensé bénéfice, c'est que derrière ça, on a une entreprise à mission, et notre mission, c'est de favoriser le dialogue social. On est pour moi typiquement dans un sujet de dialogue social. Voilà, dans ce monde où on n'est pas capable de se parler, on a plutôt tendance à se mettre sur la tronche qu'à essayer de parler. Je pense qu'il y a un terrain, il ne faut pas avoir d'appréhension, et ce qu'a fait Alban est top, c'est de se dire, voilà, il y a ce dispositif-là. Moi, mon boulot de chef d'entreprise, c'est de passer du temps pour vous, pour faire en sorte que les euros que je dépense, ils soient le plus dans votre poche. J'ai identifié ce mécanisme-là. Pour telle et telle raison, ça m'a l'air malin. Option A, on le teste sur une année et on assume qu'on puisse bouger. Je suis bien conscient qu'il y a des boîtes où, pour bouger d'un iota, c'est déjà compliqué. Donc, il y a peut-être un sujet de confiance derrière. Mais en tout cas, je pense que simplement d'en parler, c'est vraiment un super levier pour se dire comment est-ce que collectivement, on peut être plus intelligent. C'est gagnant, ce dispositif. Ce n'est pas un truc qui est fait en se disant, je vais t'enlever quelque chose. On verra après. Si je te baisse la mutuelle pour te donner des euros qui sont plus utiles, il ne faut pas s'arrêter à je te baisse la mutuelle. C'est au global, je te donne la même somme. Elle est juste mieux allouée. Si je te mets pas une mieux augmentation… réparti, une meilleure répartition. Exactement. Et ça, il faut oser le poser. Et après, pour finir la réponse, c'est qu'il y a des outils qui permettent, il y a des bulletins sociaux individuels qu'on peut faire. Venez chez Bénéfice et vous aurez tous les outils pour bien communiquer à vos salariés. Mais vraiment, c'est hyper important, effectivement, de faire ce travail de pédagogie. Et vraiment, la fin de la réponse, c'est il faut aussi, au bout d'un moment, se jeter dans le bain. Moi, quand j'ai des salariés qui, finalement, avec la cagnotte qui est à disposition, payent leurs vacances, il n'y a pas besoin d'un long discours. Vous mettez en place la cagnotte, 3 jours après, vous remboursez la nounou de vos enfants, vous remboursez votre cagnotte. 24 heures plus tard, l'argent est sur votre compte en banque. Je peux vous assurer que les salariés vont le voir très, très vite, en fait, l'impact. Et il y a aussi un autre… Il y a aussi un autre axe auquel je réfléchis parce que là, notre audience, elle est majoritairement RH et je me mets à leur place et je me dis, OK, moi, en tant qu'RH, ce que je vais devoir aller convaincre, c'est surtout ma direction, en fait. Et finalement, c'est le même sujet côté direction parce qu'à ta direction, tu vas lui dire, écoute, je ne sais pas si je n'ai pas coupé. Vous m'entendez toujours ? Ah non, c'est Benjamin qui a figé un peu. Côté direction, c'est la même approche. C'est d'aller voir la direction et dire, OK, on a des avantages sociaux, j'ai étudié la population, c'est pas pertinent, les gens n'utilisent pas les avantages sociaux, en plus on paye selon les avantages, on paye des charges dessus, des taxes, et on va proposer de mieux dépenser l'argent. Donc il y a aussi un intérêt pour l'entreprise et pour la direction. C'est la même approche finalement. On va mieux répartir et tout le monde sera gagnant en fait. Exactement. Et donc, je me permets d'aller là. Finalement, la réponse à cette question, c'est un des deux cas d'usage. Et souvent, le retour qui nous est fait, c'est de dire c'est inflationniste. Et effectivement, vous avez raison. En tant que RH, vous devez aller prendre votre bâton de pèlerin en disant si vous dites ouais, j'ai ça, c'est bien, mais c'est X% plus cher. Il y a vraiment moyen de travailler pour que ce soit à iso-budget. En fait, là, on parle vraiment de se dire, faire l'état des lieux de ce qui est dans l'entreprise. Et donc, le fait de convaincre votre patron de dire on y va, c'est ce que vous avez sous les yeux. À budget équivalent, vous pouvez simplement retravailler l'allocation de votre argent. C'est comme un budget individuel. C'est comme si à la fin du mois, vous regardiez ce que vous aviez dépensé et vous disiez là, quand même, j'ai un peu trop fait la fête et ça aurait été peut-être bien de
de dépenser dans autre chose, d'acheter un meuble parce que c'est durable. Bon, et ben là, c'est pareil, c'est de se dire, OK, vous regardez le budget et il y a peut-être, certainement, des avantages sociaux qui sont mal utilisés, sous-exploités, et donc vous mettez des euros en l'air. Donc ça suppose effectivement d'y passer le temps, d'avoir accès aux différentes data, si vous n'avez pas un outil qui centralise tout ça. Mais en tout cas, vous pouvez, et c'est vraiment ça en fait qu'il faut faire sauter comme verrou, vous pouvez, à budget équivalent, sans que ce soit inflationniste, aller travailler votre package d'avantages sociaux pour que ce soit plus efficace. Et globalement, ça veut dire d'aller retirer des euros sur des dispositifs qui sont moins efficaces ou qui sont moins utilisés pour redéployer l'argent sur des dispositifs qui sont un peu plus efficients. C'est l'exemple que vous avez ici. Petit aparté, la cagnotte qu'on a évoquée assez longuement. La cagnotte, c'est nous un outil qu'on a créé, qui est propre à la cagnotte Flex, c'est ça. Exactement, qui vient regrouper tous les avantages sociaux, donc c'est-à-dire la restauration, les CESU, les vacances, les indemnités remote, le sport, la mobilité. Et l'intérêt d'avoir réussi à créer cette cagnotte où on met tout dedans, vous alimentez par un nombre d'euros par jour travaillé. Et l'intérêt, c'est que justement, ça vient servir ça, c'est que vous donnez accès aux salariés à un équivalent de deuxième compte bancaire. Parce que finalement, vu la somme, vu le périmètre en fait, de dépenses, on pourra très bien en parler, quelque part, c'est l'assurance que les euros soient utiles. Donc 100% défiscalisé. Je la dépense comme je veux, ma cagnotte Flex ? 100% utile, exactement. Tu peux dépenser sur de la restauration, rembourser tes vacances, ta nounou, etc. Tu peux payer mon Netflix ? Tu peux payer ton Netflix, tu peux te faire rembourser tes factures d'électricité si tu fais du remote, tu peux y aller. Non, vraiment, et donc le but, la réflexion derrière tout ça, ça a été vraiment de créer un dispositif qui permettrait de faire que le terrain de jeu soit un terrain de jeu très large et donc de faire en sorte qu'on maximisait l'usage. Et donc de manière très basique, ce que vous voyez là, finalement, baisser la mutuelle en disant je baisse la couverture, voire je baisse mon financement. Je rappelle que la mutuelle est taxée, donc typiquement financer à 100% la mutuelle, excusez-moi, mais c'est idiot. Donc vous baissez votre financement et vous le mettez au minimum. Et avec l'argent qui est économisé, le but n'est pas de faire des économies sur le dos du salarié, vous réallouez cet argent sur des avantages sociaux qui, un, sont profitables à tous et qui, deux, sont ultra efficaces. Ouais, c'est ça un peu le mantra. Donc ça, après, voilà, sans vouloir faire la promo de ce qu'on fait, mais nous, c'est ce qu'on propose. On propose un audit gratuit, etc. Mais c'est sûr que c'est un peu technique. Mais sachez que vous avez aujourd'hui les cartes. Peut-être pas le bon jeu, mais vous avez toutes les cartes pour pouvoir déjà avoir de l'impact. Ce qu'on vous présente là, c'est un vrai cas. Et c'est pas rien. Quand vous voyez que vous pouvez donner à ISO-budget jusqu'à 1 000 euros, voire 2 000 euros de pouvoir d'achat net aux salariés en plus, juste en maximisant la réallocation des euros, c'est quand même une augmentation gratos, quoi, et pas neutre. Donc voilà, ça se pose, ça s'étudie, c'est pas très long, et après ça peut se déployer et se défendre auprès de vos CEO. Et Benjamin, j'ai l'impression que c'est un sujet récurrent. Là, je vois dans le chat, au dernier webinaire qu'on a fait en septembre, il y a déjà quelqu'un qui avait posé cette question, mais je vais te lire ce que nous dit Mathieu. Il dit que les salariés, en fait, ils ne retiennent pas ce qu'ils reçoivent en net, et même s'ils communiquent dessus, donc chez eux, c'est 100% de la mutuelle prise en charge pour le salarié, conjoint et enfant, et ben ça ne change rien. Pour eux, c'est un acquis non visible. Ils ont beau communiquer dessus. Et je ne sais pas si tu te souviens, le mois dernier, on a déjà quelqu'un qui nous avait partagé ça, tu te souviens ? J'ai l'impression que le sujet de la communication, c'est un vrai sujet autour des avantages sociaux. Ouais. Et puis du sous-jacent. C'est-à-dire qu'en fait, la mutuelle a ce défaut on considère que c'est gratuit, on n'est pas au fait des obligations, et mon employeur est tenu de me mettre une mutuelle. Et il y a un grand, Mathieu, je ne sais pas quel est le niveau en plus des garanties que vous proposez, mais quelque part déjà 100%, en plus le conjoint, quelque part vous régalez vos salariés. Et ça vaudrait le coup d'étudier et de là, comme ça s'étudie. Mais moi, je dirais, à brûle pour point, il faut tout repasser à 50%, mettre de côté le conjoint. Donc, le salarié va devoir le payer de sa poche. S'il le met, déjà, il va se rendre compte de ce que ça coûte. Et de réallouer tout l'argent sur une cagnotte, des titres de paiement qui a quand même ce bon goût d'être tangible. Quand vous utilisez, sans prendre la cagnotte, vous prenez un titre au restaurant, vous voyez les euros. La mutuelle, à ce côté de ce que je disais, il y a ce mélange de perception de c'est de l'assurance, c'est obligatoire. Mais là encore, vous prenez vos obligations réglementaires en pourcentage et en niveau de garantie, c'est souvent extrêmement bas. Donc quand vous êtes généreux, c'est pas vu. C'est bien, mais pour des raisons de fiscalité, pour des raisons de perception, avant de parler de communication, pour des raisons de fiscalité et de perception, ça peut valoir le coup quand même d'étudier, de franchement changer, c'est ce que vous avez sous les yeux,
le mode d'allocation des euros pour rendre ça plus tangible. Et après, bien entendu, par-dessus tout ça, bien entendu, à grand coup de com', typiquement, nous, on émet via la plateforme un bulletin social individuel qui vient référencer tout ce que vous donnez et qui vient en fait le recalibrer en équivalent de salaire. Mais il n'empêche, moi, quand je fais des propals, la mutuelle, typiquement, quand je fais une propale, je fais un BSI, bulletin social individuel, pour un nouveau collaborateur, et je mets le salaire, je mets la cagnotte, on donne 25 €, donc c'est quand même 5 000 € à l'année, et je mets l'épargne salariale. On donne 20% d'épargne salariale. Ça, pour moi, c'est ce qui est des vrais euros tangibles, liquides, palpables, et je défie chacun de me faire la preuve au bout de 3 mois que ce n'était pas des vrais euros. Voilà. Ça, c'est le premier paquet. Et après, il y a d'autres paquets. Et je suis bien conscient que la mutuelle, et on rejoint ce que je disais, le salarié pour qui vous prenez en charge le salarié et le conjoint à 100% sur une mutuelle, s'il n'a pas l'usage de sa mutuelle, perception zéro. Et même, c'est contre-productif. Et après, vous avez aussi tout le temps de ceux qui considèrent que c'est normal. Donc, voilà. Donc, cette approche-là, je pense qu'elle mérite d'être partagée, d'être diffusée, d'être expliquée. Donc, là, c'est des équipes qui travaillent dans l'entreprise pour l'expliquer, pour actualiser et pour venir vraiment expliquer que, ce que disait très bien Alban, vous n'avez de cesse que de chercher à ce que les euros que vous déployez soient le plus utiles possible. Quand ce n'est pas perçu, c'est que ça n'a pas de valeur ou que ça a une décote de valeur. Et donc ça aussi, c'est hyper important dans la perception, dans l'analyse des avantages sociaux de le savoir. Donc moi, le conseil, Mathieu, ça serait de changer votre allocation. Voilà, en fin d'année, vous pouvez le changer et de tester d'autres choses et de voir. Et quitte à l'expliquer à vos collaborateurs et puis à les sonder dans un an en disant « Ok, est-ce que globalement le budget est aujourd'hui mieux alloué ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plus d'euros dans la poche ?» Et sur le volet communication, sur le volet communication, on y reviendra après de toute façon avec le cas d'Alban, parce que je sais qu'Alban, toi, avec la population que tu as dans tes restaurants, ça t'a justement demandé d'agir énormément sur le volet communication, et je pense que ce que tu pourras nous partager tout à l'heure va bien répondre aussi aux interrogations de l'audience. Avant ça, il y a un deuxième cas que tu voulais nous partager, Benjamin, et après on enchaînera sur Alban. Exactement. Alors, c'est finalement les deux cas. C'est quoi le premier cas? C'est de se dire vous avez toutes les cartes en main, vous avez déjà des avantages sociaux, donc c'est d'une certaine manière avantage social contre avantage social. Voilà, vous avez un pool d'avantages sociaux, vous avez déjà un budget. Comment ce budget-là, vous le réallouez de manière plus smart, plus utile, moins fiscalisée? Le deuxième cas, c'est de se dire qu'au moment des augmentations de salaire, vous pouvez considérer que cette poche d'augmentation de salaire, en fait, c'est une manne supplémentaire et que dans cette manne, vous pouvez peut-être aller prendre une partie que vous allez allouer aux avantages sociaux. Là, on vous a présenté un cas très simple. C'est un cas d'une stratégie tout salaire versus un cas d'une stratégie qui est mixte entre salaire et intéressement. L'intéressement, je rappelle, quand vous dépensez 100 €, si vous avez moins de 250 collaborateurs, ça vous coûte 100 € à l'entreprise, sinon c'est 120 versus le salaire 150, et le salarié est moins taxé. Et donc, en fait, en faisant ça, avec une vision, là, pour le coup, je reprends le cas que vous évoquiez, qui est de se dire comment je défends ça auprès de mon patron, avec un cas où nous, on l'a basé en disant c'est budget équivalent pour l'entreprise. Donc, je prends ce que j'aurais payé en salaire et cette même somme, ce même super brut, je le déploie en intéressement et de voir l'impact que ça a. Bon, il y a deux façons de le voir. Soit c'est le pouvoir d'achat que ça donne en plus, soit c'est de se dire c'est quoi l'économie qu'on fait. Là, si vous le voyez, que vous le défendez auprès de votre DAF, c'est le cas ici. Si vous faites en sorte que le salarié ait le même montant dans la poche à l'arrivée, entre salaire et intéressement, vous vous apercevez que vous pouvez faire des économies massives en utilisant de l'intéressement. Alors, la vérité, elle se situe pas exactement là. Le but n'est pas de faire des économies. Mais vous voyez qu'on est sur un dispositif où, fait sur une boîte de plusieurs collaborateurs sur 5 ans, les chiffres sont hyper conséquents. Des économies, c'est comme des intérêts cumulés en fait. C'est que chaque année, quand vous allez mettre de l'intéressement, et donc vous allez dire j'ai une quote-part de mon augmentation, plutôt que de la mettre en salaire, je la mets en intéressement, et vous allez avoir un effet d'entraînement où chaque année, et puis en cumulé. Et donc ce qui fait qu'à l'arrivée, vous allez avoir un coût du travail qui va être beaucoup plus faible. Et donc, vous allez pouvoir réallouer sur d'autres dispositifs ou vous allez pouvoir aller mettre plus d'intéressement. Mais globalement, moi, le conseil que je donne, c'est si vous prévoyez de mettre en moyenne 2-3% d'augmentation,
bah, plutôt que de mettre 2-3% d'augmentation en salaire, faites moitié-moitié. Faites moitié de salaire et moitié d'intéressement. Utilisez le salaire pour ce pourquoi il est bon, à savoir l'individualisation. Mettez des augmentations aux salariés que vous voulez mettre au-dessus du panier, et quelque part, l'augmentation générale, mettez de l'intéressement. En plus, ça vient aligner les intérêts de la boîte avec ceux du salarié. Enfin, le salaire par rapport à l'intéressement, il n'a vraiment aucun intérêt. L'intéressement, si les résultats ne sont pas atteints, potentiellement, ce n'est pas payé. Donc, vous voyez, il n'y a pas ce côté inflationniste, il y a ce côté hyper tax efficient. Donc, vraiment, ce dispositif, il est top. En plus, si vous êtes une boîte de plus de 11 salariés et que vous faites des bénéfices depuis 3 ans, vous êtes obligé de partager la valeur, et mettre en place ce dispositif permet de répondre à votre obligation. Donc, il n'y a que des intérêts à mettre en place ce dispositif. Voilà. Alors, il y a Mathieu dans l'audience qui dit qu'il aimerait faire un audit avec bénéfices. Alors, je ne sais pas si Maëlys est dans les parages. Si c'est le cas, Maëlys peut peut-être mettre un lien vers une prise de rendez-vous. Enfin, je sais pas, j'imagine que vous avez un lien chez Bénéfices pour pouvoir avoir un premier rendez-vous et faire un audit éventuel. Je vous propose qu'on avance. Du coup, Alban, on attend avec impatience ton retour d'expérience pour bien recontextualiser. Donc, du coup, Jinshan, je l'ai bien dit. c'est 2 restaurants sur la région parisienne. Tu nous as dit tout à l'heure une 60aine de salariés, une population relativement jeune. 31 ans d'âge moyen. Très bien. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question. Donc, oui, c'est pour ça. Super. Est-ce que tu veux bien nous partager un peu ton retour d'expérience? Et puis, tu as vu, l'audience, elle est assez demandeuse d'avoir aussi ton retour sur comment tu as pu évangéliser, éduquer autour du sujet des avantages sociaux. Tu vois, ça serait intéressant de voir comment tu as pu faire ça. Exactement. Donc, comme je l'avais dit lors de ma précédente prise de parole, l'objectif, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est comment je fais pour que chaque euro dépensé aille le plus aux salariés et non pas en taxes ou aux autres endroits. Donc, en partant de là, l'idée est belle, mais comme l'a dit Benjamin, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Donc, j'avais évoqué une mutuelle un peu trop haute chez nous aussi, que les salariés ne percevaient, mais absolument pas du tout comme un avantage, même au contraire pour certains. Et on avait évoqué également donc la participation, qui est un casse-tête et qui n'est pas du tout palpable pour le salarié. Et même pour l'intéressement, comme on a un temps de carrière qui est une ancienneté qui est de 1 an et demi, 2 ans chez nous, forcément, c'est moins visible de ce que l'intéressement étant une fois par année, même si on peut faire des versements anticipés. Ce qui a vraiment beaucoup plu et ce qui m'a vraiment aidé pour évangéliser justement les avantages sociaux, c'est que ce soit quelque chose de mensuel. Chaque mois, on voit que ça arrive. C'est quelque chose que j'ai vu qui a très, 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 très bien marché chez nos salariés. Chez nous, à la base, on a un fixe et on a aussi un variable, un bonus. Et donc, on avait fait différents tests en fonction des bonus. Et c'est vrai que le fait que ce soit mensuel, c'est très impactant pour le salarié parce qu'il voit que c'est concret. Il ne voit pas, oui, peut-être que c'est dans 3 mois ou dans 1 an. Non, c'est vraiment concret. Donc, en termes de communication, comment on l'a mise en place? Donc, comme je l'avais dit, une fois que moi j'étais convaincu de la solution, je l'ai proposé donc à nos différents cadres, enfin vraiment aux personnes les plus top management chez nous, on va dire, pour leur présenter l'idée. Donc, chacun avait son avis, oui, non. Certains me disaient, moi, c'est vrai que j'en peux plus de voir la différence entre le brut et le net. D'autres qui me disaient, oui, mais les avantages sociaux, c'est restrictif, je ne pourrais pas l'utiliser. Au final, ça va rester sur un compte, ça va dormir et je vais perdre l'argent. Donc, en fonction du type de profil et du type d'employé, donc ceux qui étaient déjà très facile à convaincre et qui, au contraire, étaient déjà intéressés, forcément, je leur ai présenté plus en détail. Et une fois qu'eux étaient vraiment conquis et qu'ils ont vite vu que ça allait être pour eux tout bénéfique, c'est ce que je disais, ils ont fait, entre guillemets, le relais et ils ont évangélisé à ma place pour le présenter à tout le monde.
En termes donc forcément, au niveau des avantages sociaux, vu que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui, entre guillemets, moi j'ai eu aussi la réflexion, c'est un peu trop beau pour être vrai. Entre guillemets, je donne 100 euros, je ressens 100 euros, il y a un loup quelque part. Il y a même eu ce type de réaction. Il y a même eu Ouais, ce type de réaction. la Donc, méfiance. exactement. Et donc, forcément, avec les équipes de bénéfices, ils ont beaucoup de supports, donc de formats et de supports prêts à être utilisés. Et je me suis basé aussi sur ça. Je les ai diffusés. J'ai laissé aussi le temps de la discussion. C'est pas où je me suis dit, bon, bah tiens, ça c'est bien, on va le faire. Comme je l'ai dit, le processus, il a pris au moins 3 mois entre le moment où j'ai commencé à le présenter et où on a commencé, on a commencé à le mettre en place. D'accord. Je leur ai essayé la réflexion, je leur ai laissé se renseigner de leur côté pour les rassurer. Et donc, la chose la plus importante et qui est très bien faite chez Bénéfice, c'est comment puis-je utiliser ma cagnotte. Parce que comme l'a dit Benjamin, on dit bah, on peut utiliser comme on veut. Et en vrai, quand on regarde bien, c'est presque le cas. On peut vraiment le cadre d'utilisation de la cagnotte, elle est vraiment très, très, très vaste. Et ça, c'est quelque chose, même pour ma part, où je n'étais pas au courant que ce soit possible. Et pour les salariés, leur mettre en avant et leur montrer que ce n'est pas quelque chose de très restrictif et qui ne vont pas utiliser, que ça va dormir sur quelque chose, ça a été un autre élément très important. Alors, ensuite, là, je reparle un peu de la casquette direction. C'est vrai que nous, ce qui a été aussi le choix de se dire, bah, je vais passer sur de l'avantage social, c'est vrai que ça ne peut pas être individualisé. Donc, à savoir que quand même, on a vérifié avec les équipes bénéfices, tous les CDD de type contrat d'usage, parce que forcément, en restauration, on en utilise quand même beaucoup, ils sont exclus de l'avantage social. Donc, ça voulait dire que tous mes CDI pouvaient en profiter. Sur cette base-là, en faisant les calculs par rapport aux économies anticipées et même en incluant des personnes qui, à la base, n'étaient pas dans l'augmentation prévue de masse salariale, j'ai vite compris que de mon côté, je m'y retrouvais. Très clair. Voilà, c'est pour ça, et même pour continuer après la mise en place. Comment c'est donc forcément sur le premier mois, c'était très rapide. Dès qu'un salarié, parce que même après la mise en place, il y a forcément toujours un peu de réticence. Et comme toute mise en place de nouvelles choses, c'est pas le premier mois ou directement que les salariés vont l'utiliser. Ça va être, ils vont laisser un peu traîner, et ça va être au bout de 2-3 mois qu'ils vont se dire ah tiens en fait il y a ça, tiens je vais l'utiliser. Et quand j'ai une personne qui à la base était plutôt dubitative, qui m'a dit bah tiens j'ai mon ticket de train, bah c'était payé par ça. Je sais bah ouais, c'est fait pour ça. C'est vraiment. Et à partir de là, une fois que voilà, une fois que ça a changé une fois que la personne a vu ça, après c'est facile et il parle à notre place. Et moi, ce que je note dans ton retour d'expérience, j'ai littéralement pris des notes. Moi, ce que je retiens, c'est que pour que ça fonctionne, déjà, il y a un prérequis, c'est l'état d'esprit de l'entreprise. Parce que là, toi, dans ton cas, c'est ce que tu dis, c'est que tu avais un intérêt, tu avais de la sincérité dans ta démarche, tu avais vraiment envie qu'il y ait un intérêt pour tes salariés. Déjà, il y a tu vois, il y a cet état d'esprit qui est important en base. Et après, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a vraiment cette réflexion autour c'est ce que disait tout à l'heure Benjamin, qui est ma population, et je vais adapter au maximum ce que je vais proposer en fonction de ma population. Et pour moi, il y a un dernier point qui est hyper important, c'est l'implication. Parce que tu as mêlé des parties prenantes, alors le top management, dans les réflexions. Il y a vraiment une implication. Et après, eux se font relais auprès des autres équipes. Mais pour moi, je me dis que pour que la communication derrière, elle soit facilitée, bah, d'avoir déjà au préalable impliqué les personnes
dans la réflexion et pas juste dit « Ok, c'est moi la direction et j'ai décidé ça va être ça ». Exactement. Sans cette démarche-là, la communication, elle est d'autant plus compliquée derrière. Donc, en fait, c'est tout un cheminement qui fait que derrière, la communication est facilitée et c'est une espèce de boucle vertueuse où tout le monde comprend ce qu'il perçoit, pourquoi, comment ça a été décidé et il n'a pas l'impression de subir, mais plus justement d'avoir une entreprise en face qui comprend qui je suis, qui a adapté en fonction de qui je suis, qui m'a impliqué dans ses réflexions et aujourd'hui, c'est clair, je sais ce que je gagne. Voilà, j'ai un peu résumé. Non, mais je trouve le modèle est intéressant en tout cas. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Et comme l'a dit Benjamin ou comme le dit tout le monde, c'est aujourd'hui, voilà, même surtout dans la restauration, il faut mettre du marketing à tous les échelons. Et le RH est vraiment un très beau domaine où on peut être bon en marketing et proposer de nouvelles choses. Okay. Pour l'ancienneté, c'est fixé en fait. C'est à partir de 3 mois. Dès qu'on a 3 mois d'ancienneté, c'est obligatoire. On rentre dans le cadre de l'avantage social. Si je me rappelle bien de ce que j'ai vu avec justement notre responsable bénéfice. Benjamin, tu veux compléter? Ouais, et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est on parlait on a commencé en disant la rémunération, c'est le levier numéro 1 pour attirer et fidéliser les salariés. Effectivement, la quête de sens, ça rentre dans pour moi quelque chose qui est plus grand, c'est qu'on a quand même un petit peu envie pas d'admirer son entreprise, mais de se dire les choses sont bien faites. Une petite que tu as quand tu utilises un outil, mais je pense que quand c'est ta boîte, tu as envie de te dire, les gens sont smart, ça a été pensé. Et je trouve que là, on est au cœur du réacteur de dire, moi, demain, je suis salarié chez Jinshan, je me dis, j'ai un gars, patron, il s'est posé la question de comment faire pour qu'on ait plus dans la poche. Voilà. Je trouve que ça crée un effet waouh plutôt que tu rentres dans une structure où il y a un côté un peu plus bétail, où tu dis, c'est comme ça, c'est tac, tac, tac. Il faut leur donner quelque chose. C'est pas pensé, tu vois, il y a un côté où c'est important de se dire, ça n'a pas été pensé. C'est comme une attention que tu fais et tout, c'est que tu dis, il y a une attention, il y a une attention. Il y a une sincérité, c'est ce que exactement. Ce que je disais, et donc tu dis, donc à la fois, ça te met, je pense, dans de bonnes conditions, et puis il y a un côté aussi où je pense que quand tu es salarié, tu es plus à admirer, à te sentir bien dans la boîte si c'est fait comme ça, en disant, même sur ça, c'est malin, tu vois. Je sais pas, tu te dis, il y a une démarche qui est maligne, ils ont pris du temps, d'une part, et la démarche est smart. Là, c'est le cas du client un peu idéal, quoi. C'est pour ça qu'on a invité Alban, mais je ne prononcerai pas sur les autres clients mais de la part, c'est que forcément, on vient chacun avec son héritage, qu'on a vu, ce qu'on peut faire aussi, mais c'est ça qu'il faut vraiment retenir, je pense là, c'est que l'avantage social, il existe, l'avantage social, il est déjà en place dans votre entreprise, donc il y a déjà un budget qui est alloué, et c'est vraiment un sujet de volonté. Ce n'est pas un sujet financier. Le budget, vous l'avez. C'est un sujet de volonté, de prendre ces sujets à la bras-le-corps, de se faire accompagner, d'y passer du temps, de le présenter. Quand vous, en tant qu'RH, vous le présentez à votre direction, au milieu de tout un tas d'autres sujets que vous avez à présenter. Mais c'est un super levier dans la boîte parce que on en revient à l'introduction. C'est que ça reste de l'argent que vous pouvez donner en plus à vos salariés et que vous voyez, l'impact, il est concret. Demain, vous changez la politique d'avantages sociaux, vous faites gagner quasiment 1 000 € en net à des salariés. Ce qu'on a fait, nous, pour nos propres salariés, vous avez un impact visible, tangible, chiffré, sur vous améliorer la vie des salariés. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, comment communiquer. La première communication, c'est la preuve par l'exemple. Quand le salarié, à la fin du mois, il n'est plus dans le rouge parce que sa cagnotte lui a remboursé, etc., qu'il a été moins ponctionné sur son titre restaurant, qu'il a été moins taxé sur sa mutuelle, il y a un effet tangible. Alors, peut-être qu'il ne le remarquera pas la première et la deuxième fois, mais vous allez améliorer de manière significative leur quotidien. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez noble derrière ces considérations purement financières. Il y a quelque chose d'assez noble là-dedans. Voilà. Et moi, je dis souvent, DRH, CEO, vous n'avez peut-être pas d'argent, mais votre responsabilité, c'est d'y passer du temps et de creuser les méninges sur comment vous pouvez, avec ce que vous avez, faire en sorte d'en faire de l'or, en fait. Vous êtes des alchimistes du budget qu'on vous donne. Voilà. Mais que c'est beau.
comment ils nous vendent ça. C'est magnifique. Drop the mic, voilà. Dans l'onglet Handouts, je vous partage le support d'aujourd'hui. Alors, il y a la petite coquille qui est encore là. Je ne sais plus quelle slide sur le titre restaurant. Le salarié reçoit 100 € et pas 90 €. Il y a juste cette petite coquille-là. On était dans le futur, en fait. On a anticipé la taxe. Ah, voilà, c'est un beau rattrapage. Mais du coup, bénéfice, certainement dans une communication prochaine, pourra vous le transmettre à jour si besoin. Est-ce que, alors j'en profite parce que je vois qu'il y a une question d'Agnès sur le sujet bénéfice. Peut-être que tu vas pouvoir y répondre, Benjamin, en même temps que tu nous parles un peu plus de bénéfices. Agnès qui disait, est-ce que Bénéfice a des clients entreprises qui engagent des CDDU? Je pense que c'est ça la question. CDD d'usage, je crois, CDDU, je ne sais plus que ça te parle ou pas les CDDU? Je crois que c'est les CDD d'usage, si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression un peu ce que tu disais, Alban. En tout cas, oui, le dispositif… C'est ça, elle dit Agnès. Exactement. Le dispositif, il est bien entendu pour vos salariés qui sont en CDI et après… il y a en fonction du type de contrat de travail, vous pouvez décider de déployer ou pas certains dispositifs auprès de vos salariés. Voilà, si vous avez des questions, vous pourrez contacter nos équipes qui sont totalement expertes sur le sujet, mais vous avez la main, ce n'est pas discriminatoire. Et en tout cas, il y a certaines populations, apprentis, etc., où vous pouvez décider ou pas de fournir les avantages sociaux. Et de manière générale, de toute façon, vous êtes responsable de votre politique d'avantages sociaux. C'était ce que nos avocats disaient en rigolant, mais techniquement, on pourrait donner des titres restaurants qu'aux femmes et pas aux hommes. Ah, ils l'ont dit dans l'autre sens, mais je fais la version plus sympa. Quelque part, l'entreprise aurait le droit. Ça ne serait pas retoqué au point de vue des URSSAF, ça serait une entrave au droit du travail et à l'égalité de traitement. Mais quelque part, si personne ne lève la main, il n'y a pas de sujet. Bref, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est éminemment complexe, mais en tout cas, sur certains types de contrats de travail, vous avez la main pour pouvoir faire ce que vous voulez, là encore, dans le cadre de la politique de rémunération que vous voulez impulser, mais tout en étant totalement dans les clous. Voilà, en tout cas, en fonction de la typologie, si vous avez une entreprise Agnès, avec plaisir qu'on l'étudiera et qu'on pourra vous apporter toutes les réponses. Donc, bénéfice, on en a un peu parlé au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais à ajouter, que tu avais envie de préciser? C'est le moment. Non, c'est une conclusion que tu as faite sur l'alchimie pour les RH. De manière purement triviale, effectivement, donc nous, on vous fait cet audit gratuit parce qu'on est bien conscient que c'est des sujets qui sont compliqués. Donc, si vous nous contactez, que vous nous donnez ce que vous avez, on est capable de vous dire comment c'est utilisé et de vous sortir des stats sur la base de ce que l'on constate. Le meilleur moyen d'avoir le meilleur conseil, c'est d'être client chez nous au moins une année. Si vous n'êtes pas content, vous êtes libre de partir. Mais la vraie donnée, c'est la donnée qu'on peut analyser, qu'on peut exploiter et le conseil qu'on peut vous apporter. Et je finirai en disant, on est en octobre, vous avez certainement reçu tous une modification de votre prix de mutuelle. Donc, vous voyez cet avantage social qui existe, qui est inflationniste. Et c'est pas prêt de s'arrêter, c'était ce qu'on disait lors du dernier webinaire. Voilà, vous avez cette poche-là, et peut-être que c'est le bon moment, peut-être que c'est le bon trigger, comme on dit, que cette augmentation fasse que vous disiez, tiens, si je ne subissais pas ces augmentations systématiques, et que, à défaut de rechallenger le prestataire, j'essaie peut-être plutôt de rechallenger la politique d'avantages sociaux au global, en me disant, est-ce que finalement les euros que je suis prêt à dépenser, que je dépense déjà, et que je suis prêt à dépenser dans ces avantages assurantiels, est-ce qu'ils sont correctement dépensés? Est-ce qu'ils sont vraiment les plus utiles? Derrière cette lame de fond, cette inflation du soin, quelle est la couleur que je veux donner à ma politique d'avantages sociaux? Et donc, on sera ravis de vous accompagner là-dessus. Et je terminerai aussi en disant qu'on a beau essayer de donner le meilleur conseil, être une boîte tech, notre atout numéro 1, c'est qu'on a des vrais humains qui font qu'au quotidien, quand vous êtes client chez nous, vous avez des gens qui vous accompagnent, qui vous répondent sur un chat. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est la fin de l'histoire. C'est que si finalement vous avez fait le boulot de dire il y a une super opportunité, si vous avez fait le boulot de mettre en place les bénéfices qui sont les plus utiles dans votre boîte, ce qui serait quand même dommage, c'est que derrière, il y a un défaut d'usage parce que la plateforme n'est pas bien ou parce que les salariés ne comprennent pas. Donc, ça fait partie aussi de la proposition, et donc de votre proposition demain,
c'est aussi de choisir un fournisseur qui fasse qu'ils viennent transformer l'essai. Ouais, vous avez fait tout le boulot, vous avez remonté le terrain, il faut qu'il y ait un gars qui transforme l'essai. Ne faites pas l'économie, une fois que vous avez choisi, de prendre des fournisseurs qui sont un peu dans l'ancien monde, etc. Là aussi, il y a une perte de valeur. Exactement. Et finalement, ça contribue à ce sujet qu'on avait de perception des avantages sociaux. Si l'avantage est simple à utiliser, si la plateforme est simple à utiliser, si les réponses elles sont données dans des temps records, ça contribue à faire la promotion et à donner toutes ces lettres de noblesse à ces avantages sociaux. Très clair. Et alors, je vais dire une petite phrase qui sera peut-être la phrase finale, mais ce que je retiens, c'est que l'idée, c'est que les RH reprennent le pouvoir du sujet de la rémunération pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Est-ce que c'est pas beau, ça? Exactement. Et ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher, au contraire. Mais écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. On est dans les temps. Il y a Laetitia qui m'applaudit. Bah, merci. J'ai tout appris aux côtés de Benjamin, je dois vous l'avouer. Merci en tout cas. Merci à vous deux. Merci Alban d'avoir pu venir et nous partager ton retour d'expérience, parce que c'est important aussi d'avoir des exemples et que notre audience puisse s'identifier aussi et potentiellement se réapproprier ce que tu peux nous partager. Donc, c'était intéressant, surtout sur le secteur de la resto, où je disais, voilà, on ne voit pas forcément beaucoup la restauration représentée dans des événements comme ça. Donc, c'était top de t'avoir. Merci Benjamin, comme d'habitude. Les webinaires bénéfices, on apprend plein de choses. Belle phrase de clôture, Anaïs. Eh bien, merci. Moi, je vous retrouve dès demain. Ça sera le dernier webinaire du mois d'octobre, puisque demain, on se retrouve dès 11h. Alors, demain, on va parler du sentiment de communauté en entreprise, comment réengager les collaborateurs. On va faire un petit focus sur la période pré-Covid, post-Covid, et le retour en arrière n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'on recrée du lien là, aujourd'hui, pour maintenant et 2026. Donc, rendez-vous demain pour ceux que ça intéresse. Et puis, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Benjamin, Alban, un petit mot d'au revoir, un petit mot de conclusion. Non, merci à tous les deux et merci Alban de nous faire confiance et d'être venu aujourd'hui. C'est comme disait Anaïs, on a beau faire tous les discours théoriques possibles. Le meilleur exemple, c'est celui par nos clients et d'avoir ce côté très, très réel, très concret de la mise en place dans une boîte. Donc, ça plaise. Exactement. Et même pour le repréciser, voilà, avec nous, quand Benefits nous a approché, il y a vraiment un audit gratuit qui est vraiment… Et il nous fait uniquement des propositions à discuter. Ils sont vraiment très ouverts, très humains. Donc, je ne peux que leur recommander. Top. Et le support est dans l'onglet Handouts et vous avez le lien bénéfice que Jérémy a partagé si vous voulez en savoir plus. Bonne journée à tout le monde. Merci Alban, merci Benjamin. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.